il est important que ces 3 collèges soient là et qu'ils apportent leur voix. Mon voisin de droite pèse dans 93 des 100 CCDSA de France. Mon voisin de gauche ne pèse que dans 63. J'aimerais bien qu'il pèse plus, parce qu'il est logique que les commerçants aient la possibilité de faire comprendre les difficultés de leur secteur. On n'a pas là un bloc homogène qui refuse l'accessibilité, bien au contraire. Les uns et les autres vont en parler et on a beaucoup travaillé ensemble pour qu'on puisse évoluer dans ce sens-là. Alors, on ne ferme pas tous les magasins. L'objectif, c'est de les ouvrir à tous. Il faut bien en voir ce balancier. Pour les ouvrir à tous sans les fermer, notre législateur a prévu 3 types de dérogations. Des dérogations pour soucis techniques. Il est bien évident qu'on ne va pas les faire effondrer un commerce ou un ERP pour essayer de le mettre en accessibilité. Mais ça, on sait bien faire dans les services de l'État et c'est l'essentiel des dérogations qui sont données. Le respect du patrimoine. En France, on aime notre patrimoine et il faut arriver à trouver les équilibres entre la protection de notre patrimoine et le besoin de tout un chacun de bénéficier de ce patrimoine. Et puis, le 3e, qui était celui qui nous a beaucoup interpellés, sur lequel on a beaucoup travaillé, alors avec les gens qui sont ici, mais aussi avec les gens qui sont au premier rang, c'était celui de la disproportion manifeste entre le gain en accessibilité et les coûts. On y reviendra peut-être parce que c'est certainement un point qui peut intéresser les représentants du commerce qui sont dans la salle. Alors, conscient de ces difficultés, eh bien, on a travaillé ensemble. On a travaillé pendant presque 1 an. On a travaillé pour produire des lignes directrices que vous trouverez toujours sur le stand de la DMA, quel beau stand d'ailleurs. Et ces lignes directrices, elles sont le produit et le fruit de tous les organismes qui sont inscrits sur les documents. Ce qui veut dire qu'on a essayé de dégager, lorsqu'on ne pouvait pas faire une accessibilité parfaite et totale dans les commerces, et lorsqu'il y avait une dérogation à demander, les éléments qui permettaient d'avoir un juste équilibre entre l'attente sociale, ici présente, et les capacités du secteur économique et du secteur aussi public sur lequel j'espère on va pouvoir aussi travailler, mais pour l'instant je n'ai pas encore la possibilité de le faire. Donc des actes de consensus, des lignes directrices adoptées entre les associations représentant les personnes handicapées. J'insiste, tout type de handicap, parce que l'accessibilité, avec la loi de 2005, c'est une accessibilité tout type de handicap. Eh bien, je crois que j'ai à peu près tout dit. Et je vais passer la parole maintenant. Oui, mais je ne résiste pas à une toute petite question. Les sanctions 2015. Vous en voulez vraiment des sanctions? Un petit peu. Bon, alors... Qu'on soit bien informé, de quoi parle-t-on? Mes comparses qui représentent des grands groupes qui se sont vraiment appropriés la question disent qu'ils ne en veulent pas. Mais je pense qu'il n'y a pas de raison qu'ils en aient. Et j'ai tendance à penser qu'il n'y a pas de raison que les commerçants aient des sanctions. Parce que d'un côté, il y a ceux qui font des travaux. J'ai dit, on a quasiment 1 sur 2 qui a fait des travaux, donc l'accessibilité s'est améliorée. Ceux qui vont faire des travaux dans les 2 ans à venir, ben, ils seront aussi, compte tenu des contrôles qui sont mis en place, passés dans cette moulinette qui va améliorer l'accessibilité. Et puis, qu'est-ce qu'on a dit ensemble? On a dit que l'essentiel, c'était de rentrer dans les magasins, de façon à avoir la délivrance de la prestation et un accueil de qualité. C'est autour de ces éléments-là que ce monde de toute façon de commerçants pas sympathiques, on n'y retourne pas. Donc voilà les éléments. Alors après, pour les très méchants, qui veulent absolument rien faire, qui refusent les personnes qui ont besoin d'aide, eh bien, elles pourraient avoir une petite amende, plafonnée à 45 000 € une première fois. Non. Comment? Fermeture en premier. Ah ben, ça je l'ai dit, monsieur.
Je l'ai dit. Avant la fermeture, on n'en parle plus. Après 45 000 Non, c'est deux choses différentes. On est sur deux secteurs. Le maire peut ordonner la fermeture. Je pense qu'il y a d'abord tout un tas de médiations à faire avant de fermer. Et puis, après, le juge, lui, 45 000. Puis si jamais il y a une récidive, 45 000 € et puis un séjour qui peut être de 6 mois dans un des hôtels de la République. Voilà, les sanctions, c'est ça. Ouais, je suis désolée, il y en a qui sont accessibles. On laissera la parole à la salle après, c'est promis. Non, mais il y a trop de places accessibles quand même pour... Enfin, il y a des places accessibles, rassurez-vous. Bon, et l'important, c'est pas que les uns et les autres, on se retrouve derrière les barreaux. L'important, c'est qu'on construise ensemble une société inclusive. Bon, alors, ces chiffres peuvent faire peur, peut-être, ou rassurer. Moi, je dis, on a 2015 qui est devant nous. Le juge, il va lui falloir un certain nombre de mois pour caler sa position. Et une fois qu'il aura calé sa position, on saura à quel niveau il est attaqué. Parce qu'on est là sur quelque chose qui ressemble beaucoup à la lutte contre la discrimination. Et quand on regarde sur la lutte sur la discrimination, on n'est pas à ces niveaux de peine. Donc, on est dans un moment charnière où on va voir comment les choses évoluent. Voilà ce que je peux vous dire sur sanction. Madame Choquet, la ville de Nantes exemplaire en matière d'accessibilité, c'est ce qu'on dit. Comment est-ce que vous êtes arrivé là? Quels sont vos projets? Comment vous vivez l'accessibilité et vous la mettez en œuvre par rapport au commerce? Je crois que vous avez plusieurs projets en cours. Merci. Ville exemplaire, bon, c'est quand même beaucoup dire, hein, parce que c'est vrai qu'on a des récompenses, des reconnaissances, c'est le fruit d'un travail qui est engagé depuis plus de 20 ans avec l'ensemble des partenaires et en premier lieu les associations de personnes en situation de handicap, mais je reconnais qu'il y a quand même encore beaucoup de choses à faire à Nantes. Et justement, on est sur cette démarche d'accessibilité des commerces, parce que moi j'ai été surprise, enfin le fait de travailler avec les personnes directement concernées, de les écouter aussi, c'est pas le tout de les travailler puis de continuer comme si on ne s'était jamais vu. Il faut bien tenir compte de ce que les gens disent. Et j'avais été surprise de voir que c'était vraiment une demande importante, l'accessibilité au commerce, parce que la première réaction c'est de dire, bah moi la mairie, je peux rien hein, pour l'accessibilité des commerces, ce sont des entreprises privées, c'est le commerçant, et je ne sais pas comment il prendrait d'ailleurs qu'on s'immisce, qu'on s'ingère comme ça dans le fonctionnement. Et puis finalement, bah, c'est ce que vous avez dit, hein, c'est de se rencontrer, de discuter, de tenir compte des demandes premières exprimées par les personnes, et on arrive à avancer. Est-ce que je développe tout? Je peux développer tout. D'accord. Donc j'avais prévu une présentation avec, c'était surtout qu'il y avait des photos qui permettaient de bien comprendre et de retrouver très certainement les situations que les uns et les autres rencontraient. Je vais vous décrire les situations et puis probablement vous allez les retrouver par rapport à ce qui se passe chez vous. Donc je voulais aussi dire, bon, cette présentation, de toute façon vous pouvez la retrouver ou me la demander et puis je vous l'envoie. Donc moi je suis élue à la ville de Nantes, mais je suis aussi accompagnée ici dans la salle de Françoise Breillard, qui travaille à la ville de Nantes et qui s'occupe spécialement de cette question de l'accessibilité des commerces depuis maintenant quasiment 2 ans. Donc je vous dis, notre démarche c'est vraiment de prendre en compte l'avis des personnes en situation de handicap. Ce qui a été très intéressant dans la démarche commerce, c'est qu'on a été dans un premier temps sur des affrontements, où les personnes disaient mais moi je veux rentrer dans le commerce et puis d'abord c'est la loi donc je veux rentrer puis c'est tout, et les commerçants disant, alors je vais caricaturer, hein, je n'ai qu'un quart d'heure donc le trait est un peu forcé évidemment, et des commerçants qui disaient oh là là moi c'est pas possible, ça va me coûter cher, je vais demander une dérogation. Donc d'entrée de jeu il y a eu un affrontement entre les personnes qui a pu, les gens étant quand même de bonne composition et intelligents, on s'est trouvés autour d'une table, tous ensemble, on a pu discuter. Et là, c'est l'intérêt aussi d'avoir un tiers qui se trouvait là être la commune. Ça permet de mettre un petit peu d'huile dans les rouages, de rester autour de la table et de discuter. Et on s'est rendu compte, comme vous dites, que les commerçants, ils ont plutôt envie d'avoir des clients et ce sont en général des gens plutôt aimables et accueillants, mais qui n'avaient pas l'information, la connaissance. Et les associations, les personnes, elles ont envie d'aller acheter leur journal, d'aller chez le coiffeur, d'aller chez le pharmacien. Donc on n'est pas effectivement on n'est pas dans cette démarche de je vais faire fermer le commerce
vous allez voir qui c'est qui est le plus fort dans l'histoire. On n'est vraiment pas là-dedans. Donc on était sur la discussion. On s'est dit, ça nous a permis là d'identifier les besoins. Il y a d'une part un besoin qui était évident d'information chez les commerçants. Et après, il y avait, on ne peut pas quand même l'effacer, la responsabilité de la ville. Qu'est-ce que l'on peut faire? Quel est notre rôle? Qu'est-ce que on ne peut pas faire plus, mais en tout cas, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire de moins? Donc il y a eu la première partie qui a été tout ce qui concernait, on s'est dit, nous, on va amener, notre rôle, c'est d'amener le client jusqu'à la porte du commerce. Donc je ne vous parle pas de la question des transports, qui évidemment rentre en compte là, mais qui est une question beaucoup plus vaste. Mais comme quoi, il faut quand même avoir déjà un réseau de transport accessible dans sa ville. Mais une fois que la personne est dans la rue, qu'elle se déplace, la responsabilité de la commune, c'est de permettre à l'habitant de se déplacer et d'arriver au moins jusqu'à la porte du commerce. Ce qui veut dire que quand on fait des travaux dans une rue, ponctuellement, ou quand on réaménage un quartier, ou quand on intervient sur des changements de canalisation, il faut à ce moment-là qu'on en profite pour informer les commerçants qui sont le long de cet axe et pour informer nos agents ou les entreprises avec lesquelles on travaille pour que quand on refait le trottoir par exemple, et j'avais une photo qui montrait quand on refait un trottoir sur une place, sur la place de la cathédrale, c'est vraiment un endroit qui est très fréquenté dans toutes les communes, hein, ces endroits-là. On a simplement remonté un peu, c'était un trottoir très large et en pente, et on l'a remonté en remettant un coup de goudron, on l'a remonté de quelques centimètres. Le commerçant, lui, a déplacé, il avait 2 portes d'entrée, et il a pris la porte qui était du coup, qui se trouvait là, où le seuil était le plus faible, et ça a permis, ce n'était pas une intervention, de toute façon on devait refaire la voirie là, donc qu'on le fasse à 2 cm de plus ou 2 cm de moins, c'est pas ça qui change beaucoup financièrement, mais par contre ça a permis au commerce d'être accessible. Par contre, on l'a fait dans la rue un petit peu plus loin, sur un autre commerce, sauf que le commerce, lui, avait une porte qui fait 80 cm et puis une marche pour descendre, pour rentrer dedans. Ça, nous, on ne va pas aller jusque-là. Par contre, avant de faire les travaux, on est passé dans tous les commerces en disant, voilà ce qui va se passer, nous, on rend la voirie accessible, maintenant, chez vous, vous avez une marche, c'est peut-être l'occasion d'en profiter pour rendre aussi votre commerce accessible. Donc voilà, on a quand même fait... Même si le commerce après à l'intérieur n'est pas accessible, nous, quand on intervient, on fait quand même l'aménagement de l'extérieur en espérant que les travaux vont suivre. Alors évidemment, dans toutes les communes, il y a les plans d'aménagement, d'accessibilité des espaces publics et de la voirie. Je suppose que dans plusieurs communes, c'est obligatoire, donc vous devez avoir ces plans-là, ces trajets-là, donc ils sont des trajets spécifiquement identifiés, où là on sait qu'on doit intervenir. Donc à Nantes, on en a identifié 10, qui ont été d'ailleurs identifiés par les associations de personnes, en situation de handicap. Sur Nantes, j'ai oublié de vous donner cette précision peut-être, c'est quand même, donc Nantes c'est une ville qui fait pratiquement 300 000 habitants, avec l'agglomération on est presque à 600 000, et ça fait, sur Nantes même, il y a un peu plus de 2000 commerces, petits commerces de proximité, et sur l'ensemble de l'agglomération, il y en a un peu plus de 4000. Donc on voit aussi qu'on est sur une quantité importante de commerces. C'est sûr que quand on est dans un petit bourg rural où il y a 5 commerces, la question n'est pas la même, l'espace public n'est pas le même non plus. Mais quand on intervient sur le centre-ville, par exemple, ou sur l'un des axes, je vous dis, on a retenu 10 axes qui ont été identifiés par les associations de personnes en situation de handicap. Sur l'un des axes, on a pratiquement 10% de l'ensemble des commerces, on a quasiment 200 commerces qui sont le long de cet axe-là. Donc quand on arrive sur cet axe, qu'on fait tout l'axe, et qu'on sait qu'au bout du compte, on a 10% des commerces qui vont être accessibles, c'est quand même super intéressant de faire cette démarche-là. Et toujours cette idée de dire, ça ne sert pas que aux personnes en situation de handicap, vous l'avez très bien dit, ça sert à tout le monde, et ça ne sert pas que aux Nantais, on a aussi cet objectif de tourisme, ça a été dit au moment de l'inauguration, de l'ouverture du salon, et c'est une dimension assez forte. Donc voilà, nous on essaye, on s'était dit, on amène le client jusqu'à la porte du commerce, mais on n'intervient pas dedans. On avait aussi une doctrine, j'utilise le terme, je sais qu'il est fort, mais c'est un petit peu ça. La doctrine, c'était on n'intervient pas sur l'espace public, on ne met pas de rampe, on ne met pas d'inclinaison, parce que ça va faire des vagues, ça va faire des obstacles, donc on ne fait pas, c'est aux commerçants de faire à l'intérieur. Comme quoi, on avait nous-mêmes aussi, on a encore nos rigidités.
Donc, d'où l'intérêt de circuler et de discuter ensemble. Et on s'est rendu compte en fait que même si on a la doctrine, on ne fera rien sur l'espace public. Les commerçants qui ne sont pas bêtes ont trouvé des solutions quand même quand il y a entre 10 et 3 cm pour rentrer chez eux. Ben évidemment, je serais commerçante, j'aurais fait la même chose. C'est qu'on trouve une solution. On met une planche en bois, une planche en fer, on met 2 pots de fleurs de chaque côté ou pas, une petite planche avec autre chose en dessous. Bref, on se débrouille. Et c'est de l'intelligence, oui. Est-ce qu'il faut ne pas empêcher l'accès au magasin? Est-ce que nous, la ville, on passe en disant retirez-moi cette rampe que je ne peux pas voir? Bon, en même temps, il y a un souci de réglementation. Si jamais il y a des... On a vu, alors vous verriez sur les photos, il y a des fois des installations. On ne comprend pas qu'il n'y ait pas quelqu'un qui n'est pas malencontreusement buté aussi dans la rampe qui dépasse. Et là, si quelqu'un tombe, alors après... on va partir dans des difficultés terribles. C'était la faute à qui de cette rampe? Bon. Donc on peut, entre l'intelligence, le bon sens qui fait qu'on a trouvé des solutions et le souci de réglementation et de sécurité pour le reste des personnes, sans parler des personnes qui ont une déficience visuelle qui, pour elles, ça devient vraiment un obstacle. C'est très embarrassant que l'espace public soit envahi. Il faut quand même qu'on arrive à trouver des solutions. Alors, ça, vous l'avez probablement vu chez vous, hein, toutes ces rampes qui sont plus ou moins aiguës, plus ou moins bien placées. Donc, on s'est réunis à plusieurs reprises, et avec les associations, alors différents formats, les associations, les commerçants, les élus, les techniciens, ou des plus petits groupes, visite sur site, on va voir, on prend une rue, on fait toute la rue, on va voir les commerçants, on discute, les techniciens sont là, on informe. Et finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment ce besoin d'information, qu'on a au début commencé à organiser l'information, à la réunir, à la structurer, parce qu'il y a 2 ans, il y avait, dans notre département en tout cas, assez peu d'informations qui étaient données soit par les fédérations de coiffeurs, de pharmaciens, soit par la chambre de commerce elle-même. Et puis on a vu que très vite, c'est parti. Alors, je ne sais pas si c'est le microclimat qui était favorable ou si c'est la même situation qu'on peut retrouver partout. En tout cas, si ça s'est passé à Nantes, ça peut se passer ailleurs, hein, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais ça permet d'organiser l'information et c'est vraiment chacun qui peut la relayer. La CCI a fait une information, certaines fédérations de commerçants l'ont fait. On a à Nantes 2 associations qui regroupent un nombre important, plusieurs centaines de commerçants, qui ont elles-mêmes aussi diffusé l'information, puisqu'elles sont structurées, elles en ont parlé dans leurs assemblées générales, les commerçants parlent aussi entre eux, donc on voit que là, l'information a pas mal circulé. Et puis, notre idée maintenant, c'est de voir quand même cette information, à quel moment il faut la donner. Est-ce que c'est systématiquement? Est-ce que c'est seulement, mais ça risque de tomber un peu à plat. Est-ce que c'est plutôt quand il va y avoir des travaux dans le quartier ou dans la rue? Est-ce que c'est quand il y a un événement? Il y a eu à Nantes, le week-end dernier, c'était les folles journées, où il y a plusieurs milliers de personnes. Est-ce que c'est le moment? Donc c'est de la musique classique sur 4-5 jours. Et, autour de la Cité des Congrès, il y a un monde fou, plusieurs milliers de personnes qui vont fréquenter les restaurants qui sont autour. Est-ce que c'est l'occasion d'aller voir à ce moment-là spécifiquement les restaurants? Voilà, quel est le bon moment pour donner l'information pour qu'elle arrive, qu'elle soit retenue? Parce qu'on croule sous les informations et les commerçants n'ont pas que l'information autour de l'accessibilité à avoir en tête, ça on en est bien convaincus. Et puis ce qu'on va essayer de faire aussi d'ici l'été en fait, c'est quand je vous parlais de cette doctrine qui doit évoluer chez nous, c'est-à-dire entre pas du tout d'intervention sur l'espace public, mais il y a bien des choses qui se passent. Et puis, jusqu'à où on peut aller, d'ailleurs, il y a une excellente publication du ministère qui donne quelques pistes. Voilà, il faut qu'on arrive à valider ça. On voit qu'on est aussi sur des exigences des personnes en situation de handicap, des exigences aussi des techniciens qui sont des gens qui sont beaucoup dans la réglementation, et c'est blanc ou c'est noir, mais c'est pas gris, donc il faut qu'on évolue là-dessus, et les élus qui n'ont aucun intérêt à ce que les commerces ferment. Donc ça, il faut qu'on arrive à le faire bouger, c'est l'objectif d'ici d'ici l'été, d'ici la fin de l'hiver, d'ici l'été, pour qu'une fois que la décision est prise, ça puisse rouler, quoi. On voit bien maintenant que les commerçants aujourd'hui sont dans l'attente de ces décisions qu'on va prendre, qui fait quoi, qu'est-ce qui est autorisé, qui paye, combien ça coûte, pour qu'on puisse lancer les travaux. Et puis, sur l'accompagnement des commerçants, alors ça a été beaucoup d'informations.
Je ne veux pas qu'on se limite non plus au handicap moteur, parce qu'on a fait un travail important avec l'école de design de Nantes, qui est une école qui forme des étudiants sur le design en général, mais sur les commerces aussi, l'accessibilité des commerces. Et on voyait les commerçants étaient prêts des fois à faire des changements, mais ne pensaient qu'au handicap moteur. Et on a pu travailler avec des vrais restaurants, des vrais magasins qui sont à Nantes, dont un restaurant justement. Et on lui avait montré, enfin les étudiants ont fait un travail avec lui, et lui avait montré que l'une des améliorations importantes, c'était déjà d'avoir ces menus, de les avoir écrits en gros caractères, voire en braille. Alors faire ces menus en gros caractères, ça coûte quand même pas excessivement cher, c'est faisable. Et à nouveau, ce que nous avait dit un autre commerçant, c'est oh ben ça c'est bien, ça va servir à tout le monde. Et en fait, c'est vraiment la bonne idée, c'est le truc qui coûte pas cher, auquel on n'a pas pensé, mais on se dit mais comment j'ai pas pensé plus tôt. Et ça profite vraiment à tout le monde. Combien de personnes ici portent des lunettes et avec des menus en gros caractères, et c'est valable pour tout, après pour les magasins, des étiquettes écrites un peu plus gros, ça change, c'est un petit truc, ça change. Et ce qui est intéressant, vous parliez de conception universelle, moi je suis vraiment plus sur l'accès pour tous, c'est que celui qui lit le menu écrit en 8 ou écrit en 16, il ne se rend pas compte, il dit ah bah tiens je suis en train de lire le menu pour les personnes handicapées. Non, il lit le menu. On ne se rend même pas compte, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on ne se rend pas compte que l'aménagement qui est proposé, la prestation qui est offerte, en fait, l'origine, ça a été un travail avec les associations de personnes handicapées. Donc c'est ça qui est intéressant pour nous, c'est que ça se fond dans la vie quotidienne et ça devient utile à tout le monde. Et notre idée aussi est plus sur le bâti, c'est que ce qui est lié, les aménagements qui sont liés au handicap, ne sont pas forcément moches, c'est pas forcément inesthétique, c'est pas forcément grossier. Ça peut être de belles choses, ça peut être des choses simples, tellement simples qu'on ne se rend même pas compte que ça a été fait en fait au départ pour le handicap. Donc ça c'était une démarche très importante sur l'information. Et puis, c'est dommage qu'on ne puisse pas vous montrer les photos, mais j'espère que vous pourrez les voir à d'autres moments. On a aussi pour les commerçants, je pense que vous avez tous la même chose dans les communes, c'est que finalement la réglementation elle est assez complexe, mais elle est surtout compartimentée. Si on veut faire des travaux dans son magasin, c'est le service du droit des sols, c'est la ville. Si on veut faire des travaux, si on veut mettre une terrasse, c'est le service réglementation des commerces. C'est la ville, mais ce n'est pas le même service que le droit des sols. Et si on veut faire des travaux à l'extérieur, sur les aménagements, les abords, c'est plus la ville, c'est Nantes Métropole, parce que c'est eux qui ont les services de voirie, et donc là c'est encore un autre service. Et ça, c'est quand même, je comprends, un petit peu compliqué et un petit peu lassant quand on doit faire tout, c'est frapper partout. Donc notre idée, c'est d'avoir que la mission handicap devienne un peu un guichet unique de l'information. Donc Françoise Breillard est déjà beaucoup appelée par les commerçants qui la sollicitent directement, mais on va mettre sur le site de la mission handicap, sur une page en fait de handicap, avec ces informations-là sur les commerces pour que les commerçants sachent, si dans le tape commerce handicap, ils connaissent au moins déjà les services qu'il y a, ou à qui il faut s'adresser, et selon la situation, pour éviter de perdre du temps, hein, évidemment. Donc ça, c'est une démarche qui nous paraissait de nature à faciliter la vie des commerçants et à faciliter les travaux à réaliser. Après, nous, on a un plan de com qui doit se développer, aussi bien en externe, il faut que les commerçants sachent ce qui existe. Après, ce n'est pas que nous, la ville, qui le faisons. Moi, je suis toujours dans ce réseau, ce partenariat, les chambres de commerce, les chambres consulaires, chacun prenant sa partie. Et puis, il faut qu'on fasse aussi une communication chez nous, en interne, puisque c'est là qu'on tombe aussi sur un autre problème, c'est souvent la question du temps. C'est que nous, la collectivité, le temps qu'elle prenne des décisions, qu'elle les valide, qu'elle les confronte avec le voisin, sur cette démarche commerce, au début elle est partie vraiment dans le Conseil nantais des personnes handicapées, donc avec moi, élu au handicap. Et puis au bout d'un moment, on s'est dit, il faudrait quand même qu'on adjoigne l'élu qui est responsable du commerce et du développement économique, parce que ça impacte complètement ce qu'il fait. Donc on se remet ensemble, on rediscute, on envoie un autre, c'est la réglementation, c'est encore un troisième. Voilà. Et il y a des temps de validation où on doit discuter, on doit argumenter. Il y a parfois aussi des choix financiers ou des arbitrages financiers qui sont à faire. Et ça, c'est vrai que ça peut être un petit peu long et difficile à comprendre pour un commerçant qui est une entreprise privée. Je fais pas. Mais en tout cas, un entrepreneur, il ne met pas 6 mois pour se décider à faire un plan de communication. Il le fait ou il ne le fait pas, mais il le fait comme il veut, mais il le fait rapidement.
Donc ça, c'est quelque chose aussi, voilà, quand on a discuté, que chacun comprenne bien les limites et les contraintes des uns des autres. C'est pas de la mauvaise volonté, c'est le respect des organisations existantes. On essaye de les faire évoluer, mais pour l'instant, elles sont là et on fait avec. Alors, pour aller rapidement maintenant, je vous ai un petit peu parlé de ce projet qu'on a avec l'école de design, enfin qui est un projet plus qu'un projet, puisqu'on a déjà eu une première, l'an dernier, une première promotion d'étudiants qui ont travaillé sur des vrais commerces. Donc il y avait un fleuriste, un restaurant et un magasin de vêtements pour enfants. Et ils sont allés sur place, ils ont vu le commerce et c'était leur travail de fin d'année de présenter ce qui était faisable et souhaitable à faire pour l'accessibilité du commerce. Là, on continue ce partenariat avec l'école de design de Nantes. On va partir sur 5 commerces et un travail un petit peu plus approfondi. On est vraiment là sur les commerces de proximité. Donc on a un marchand de journaux, on va chercher une supérette, un magasin qui est un cas d'école qui est très très bien parce qu'il faut pour les étudiants qu'il y ait quand même suffisamment de difficultés, c'est pas simplement une marche à l'extérieur, il faut que ce soit assez compliqué. Comme quoi des fois on se dit bah tiens les magasins sont trop accessibles, on ne peut pas les prendre en cas d'étude. Donc il faut quand même voilà, trouver quelque chose qui soit assez compliqué pour les étudiants, assez intéressant pour le faire travailler toute une année. Mais on a trouvé un magasin auquel on n'aurait pas forcément pensé au début, qui est un magasin de toilettage pour chiens. Mais c'est visiblement celui en plus qui a l'air d'avoir tous les critères du bon cas d'étude. Et puis on va chercher aussi un magasin qui soit sur 2 niveaux. Alors ça prend un petit peu de temps, mais c'est intéressant parce qu'on est vraiment sur alors ce sera probablement un magasin de vêtements, on est vraiment là sur les magasins du quotidien. Et c'est ça qui fait tout l'intérêt. Et on est à nouveau sur tous les types de handicap. On n'est pas que sur le handicap moteur, on n'est pas que sur la marche de l'entrée ou de la circulation dans les rayons. On est sur le confort acoustique, sur la compréhension, sur la formation des gens aussi pour l'accueil, par exemple, des personnes avec un handicap mental. Il n'y a pas grand-chose à faire, mais il faut savoir le faire et ça simplifie les choses. Le but, c'est de pouvoir aussi avoir des supports d'exposition ou de CD pour pouvoir diffuser après ces exemples-là, soit nous en interne dans nos services, soit les commerçants s'ils veulent en parler, soit les associations entre elles, et même je me rends compte que les associations échangent pas mal entre elles entre villes, entre différentes villes, et pas exclusivement à l'intérieur de la ville. L'idée c'est que tout ce qui va faire parler, tout ce qui fera boule de neige sera intéressant. Voilà, je crois que j'ai fini de vous dire le plus important. L'idée que l'on en a, nous, c'est vraiment un travail qui peut paraître un travail certainement de longue haleine. Je pense que c'est un travail qui est vraiment au cœur du quotidien des gens. C'est vraiment un travail important. Une fois qu'on a avancé sur toutes les questions de transport, sur toutes les questions d'accès à l'école, c'est vraiment la question de l'accès au logement, la question de l'accès au commerce de proximité. C'est vraiment les premières questions qui sont venues à Nantes. Je suppose que c'est ailleurs la même chose. Ouais, là, on a vraiment l'impression, en travaillant sur ces questions-là, et en travaillant avec l'ensemble des partenaires, que c'est une des manières de faire avancer les choses pour que la ville soit plus accessible aux personnes en situation de handicap et à tous les autres. Après, il y aura évidemment toujours, sur 4000 commerces, il y a forcément toujours des commerces qui seront totalement impossibles à rendre accessibles, mais qu'on ne commence pas à parler de cela, on parle plutôt de la plus importante masse, où les choses seront faisables, plus ou moins vite, mais seront faisables. Et ce qui est important, je trouve, c'est toujours d'avoir cette marche en avant. Merci beaucoup. Vous avez bien raison d'applaudir parce que faudrait peut-être rappeler quand même que vous avez été la ville française de l'Access City Award cette année. Premier, c'était Berlin. Deuxième, c'était Nantes, ex aequo avec Stockholm. On a en France une ville qui a été très largement reconnue dans le tête de peloton. Alors l'année d'avant, Grenoble avait eu une remarque spéciale pour son transport. J'insiste beaucoup parce qu'on nous dit toujours qu'en France, on n'est pas bon, qu'on est en retard. On n'est pas au top du niveau de l'inclusion, c'est clair. Mais on fait des choses bien et je crois que Catherine Choquet vient de nous le dire bien clairement. Merci beaucoup. Monsieur Picon.
président de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Artois. Oui, je suis administrateur tout simplement, Administrateur. et commerçant surcroît, Voilà. et aussi membre d'une commission d'accessibilité. Voilà, donc les chambres de commerce aujourd'hui montent en puissance par rapport à l'enjeu de l'accessibilité. On entend parler de beaucoup de choses, de beaucoup d'initiatives. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Quels sont les enjeux pour vous? Les enjeux, ce sont ceux que l'on vient d'évoquer. Tout n'est pas idéal, c'est la marche en avant, mais c'est aussi la marche pour entrer dans le commerce, qui est parfois difficile à faire disparaître. Et ce n'est pas une chose qui est facilement compréhensible par l'ensemble de nos sortissants. Cette fameuse marche qui peut coûter de l'argent, qui peut coûter aussi le fait de refaire une vitrine, qui peut aussi ne pas donner l'envie effectivement de se rendre accessible ou de tirer la jambe pour le faire. C'est le rôle des chambres de commerce que de chercher à donner envie pour se mettre aux normes et aux normes de l'accessibilité. Le commerce en France, c'est 730 000 entreprises qui représentent 3,5 millions de salariés, c'est une chose importante. Dans ces 730 000 entreprises, je crois savoir que 75% de ces entreprises ne sont pas au courant ou ne connaissent pas bien les règles de l'accessibilité, voire méconnaissent totalement les règles de l'accessibilité. Je crois que c'est un devoir que l'on a tous, nous, chambres de commerce, que d'informer. On parlait de communication tout à l'heure dans des villes comme Nantes qui sont exemplaires. On essaye d'être exemplaire aussi au niveau des chambres de commerce pour communiquer sur l'accessibilité. On le fait en relation, en partenariat avec les CDSA. On va au-devant de nos sortissants, on fait des réunions, mais il ne faut pas se dire que c'est idéal. Quand on fait une réunion sur laquelle on invite par exemple 6 000 personnes, là nous avons sur ces 6 000, sur 3 réunions, nous allons avoir 200 ou 250 entreprises qui vont venir à cette réunion. Les autres n'auront pas eu le temps, n'auront pas regardé et ne seront pas au courant. Ça fait partie donc de ces 75% de personnes qui ne connaissent pas l'accessibilité. Et on est en 2013, nous n'avons plus qu'une année, une bonne année pour essayer de nous mettre en ordre de marche. Alors, on fait ce que l'on peut dans les chambres de commerce, mais on ne peut pas tout faire. On parle de sanctions. Alors, est-ce qu'il faut parler de sanctions pour que les gens se réveillent? Marie me dit non, c'est pas vrai. Nous, les chambres, on est là pour essayer d'accompagner de façon positive la mise en accessibilité. Il faut que ce soit un réflexe positif et non pas une sorte il faut pas qu'on tape sur les commerçants qui se sentent attaqués parce que la loi est là. Il faut les aider. Alors, il faut qu'on change peut-être aussi l'idée de la communication. Il faut qu'on donne l'idée que l'accessibilité est une belle chose, que ça permettrait effectivement de modifier les structures du commerce. Encore faut-il qu'il y en ait moyens. Les chambres vont pouvoir instruire aujourd'hui l'ensemble des dossiers de dérogation pour raisons économiques. Ça, c'est une excellente chose. Sachant que ces dérogations pour motifs économiques ne seront pas une dérogation totale, puisqu'il y aura l'intérêt de rentrer d'abord dans l'établissement, et puis si d'aventure une porte de toilette ne correspondait pas, ou que l'approche des toilettes avec le rayon de 1,50 m ne permettait pas effectivement de se mettre tout à fait aux normes, les dérogations pourront arriver. Et là, ce sera le rôle des chambres de commerce que de communiquer, je pense fortement, sur l'idée de déroger pour que nos entreprises aient envie de venir à l'accessibilité. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, je pense, et il faut donc leur donner envie de venir, et peut-être, c'est très français je crois, si on peut déroger, allez c'est bien, donc on va pouvoir y aller, et ce faisant on se mettra aux normes pour l'essentiel. Je crois que c'est l'esprit de regard croisé dans lequel on a travaillé avec toutes les associations, avec les entreprises, c'est de se mettre
en esprit d'intelligence pour que l'accessibilité se fasse, mais pas forcément à tout, selon des canevas trop précis et trop rigoristes. Alors les sanctions, je pense que si on n'en parle pas, il faudrait que, je souhaiterais moi que ce ne soit pas seulement les chambres qui soient obligées, ou les communes, mais que l'État aussi fasse son rôle de communicant sur le sujet, parce que est-ce qu'on communique assez sur l'accessibilité? J'en suis pas bien convaincu. 75% des entreprises ne sont pas encore au courant. C'est un travail énorme et on n'a plus qu'un an et demi pour s'y faire. Alors, il n'y a pas plus sûr que celui qui ne veut pas entendre, mais je ne suis pas convaincu, moi, que dans les fins fonds de nos villes, même de nos campagnes, les gens sachent que leur porte est à 83 et qu'il faille une porte à 90. Je ne suis pas convaincu qu'ils sachent qu'il faut une tablette, qu'il faille une tablette pour que... alors tous ces gens-là ne savent pas, c'est un travail lourd et on a beaucoup de mal, nous, Chambre de commerce, à communiquer sur le sujet. Les villes le font, les associations également le font. J'ai vu dernièrement ce que l'APF avait fait concernant les villes qui étaient accessibles, c'est une belle chose. Je crois qu'il faut qu'on continue. Il faut peut-être qu'on travaille aussi en partenariat, je crois, tous ensemble, dans l'État, au niveau des CDSA, que les associations APF et Chambres de commerce, pour qu'on puisse aller tous en ordre de marche pour pouvoir faciliter cette mise en accessibilité. Merci beaucoup. Je crois aussi que vous savez apporter un soutien financier à certains. Oui, alors oui, ça fait partie des choses, effectivement, des aides que l'on peut faire. Au-delà de la communication, on s'est simplement dit comment on peut faire pour faciliter l'accessibilité. Alors, dans le Nord-Pas-de-Calais, on a, avec l'aide du Conseil régional, vers lequel on s'est rapproché, on s'est dit, on a les chiffres nationaux sont ceux du Pas-de-Calais, 75% de nos gens ne sont pas énormes. Alors comment faire? Et on va faire des diagnostics. Donc on a proposé 1000 diagnostics à nos entreprises, que nous allons... mais 1000, c'est pas grand-chose pour le nombre de ressortissants, mais c'est déjà ça, vous me direz. 1000 diagnostics qui vont permettre de dire, voilà, le commerce est énorme ou n'est pas énorme. Ce faisant, le diagnostic préconisera également des plans qui permettront à ce moment-là aux chefs d'entreprise ou aux commerçants qui ne sait pas forcément faire un plan, qui ne sait pas non plus instruire un dossier d'accessibilité, parce que c'est très compliqué un dossier d'accessibilité. Il faut, avec la meilleure volonté que les fonctionnaires puissent mettre pour étudier ces dossiers, il faut que le commerçant sache qu'il faut remplir un dossier, faire un plan, montrer la situation avant, montrer la situation après. Et donc on leur permet aujourd'hui, on leur offre tout simplement un dossier de diagnostic avec des plans qui seront cotés pour que la commission puisse valider ou non la mise en accessibilité de l'établissement. Ça, c'est un travail fort où la région du Nord-Pas-de-Calais s'est associée aux chambres de commerce. D'autres régions de France ou d'autres CCI font également ce même genre de travail. Mais c'est une goutte d'eau, je crois, dans l'immensité du travail qu'il y a encore à faire. Merci beaucoup. Monsieur Charton, vous représentez donc Périfem, vous en êtes le délégué général. Vous étiez intervenu l'année dernière dans cette même conférence. J'aurais aimé avoir votre vision de l'évolution de la loi de la vision qu'on peut en avoir depuis l'année dernière. On a eu des débats tout à fait passionnants avec ceux-là des Galeries Lafayette notamment. Je sais que vous avez beaucoup travaillé avec certaines des personnes ici sur Regard Croisé. Voilà, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé pendant cette année et la vision prospective que vous avez à donner aux différents commerçants qui sont dans la salle? Très bien, écoutez, merci de m'avoir invité en tout cas, et effectivement, c'est toujours plus facile de dire que les choses ont bien évolué et beaucoup évolué que si ça n'avait pas été le cas. Donc c'est le cas. Merci de m'avoir invité et merci à Madame Prost-Coletta qui a permis cette évolution. Quand je dis évolution, on peut peut-être en parler parce que le groupe Regard Croisé était, par sa constitution même, relativement confidentiel. Et je peux vraiment
attester du fait qu'on a beaucoup progressé. PRFM, c'est l'association technique du commerce. On a la chance de regrouper les membres de la grande distribution, du commerce spécialisé, des centres commerciaux aussi. D'ailleurs, je remercie Yves Rocher, Sephora, Monoprix, Carrefour, si vous voulez être discret, ils ne sont plus, qui sont venus. Il y en a peut-être d'autres que je n'ai pas vus. Certains de mes éminents adhérents qui sont venus aujourd'hui, qui montrent bien sûr leur intérêt sur le sujet. On travaille sur ces questions-là en fait depuis le départ, depuis à l'époque avec Patrick Goé, lors de la loi de 2005, et il est vrai, on a globalement abordé toutes ces questions-là d'une façon très réglementée. Mais on a bien avancé, et je dirais, probablement on a abouti sur le principal. Le principal, c'est déjà de bien se comprendre, de mieux se comprendre, c'est extrêmement important. Ça s'est concrétisé par les 3 fiches quand même, que vous avez, 4 fiches que vous avez devant vous. Et donc, si j'ai bien compris qu'ils sont en libre service, un peu plus. Elles disent quoi ces fiches? Pardon? Elles disent quoi ces fiches? Elles parlent de quoi? Alors ces fiches, elles sont très riches parce que elles ont plusieurs vocations d'ailleurs. Hein. Je vais en faire la publicité si vous êtes d'accord. Elles ont un rôle de rappel de la réglementation déjà pour commencer, mais qui est assez court. C'est pas le but de la fiche. Hein. Le but de la fiche, c'est effectivement de mesurer les difficultés des uns et des autres et de les comprendre et de faire en sorte de les résoudre. Et je crois que vous en avez donné un très bon exemple sur la doctrine que vous aviez à Nantes. Si j'ai bien compris, vous n'êtes pas sur cette doctrine, mais vous travaillez pour rendre ça plus simple, plus aisé et en tout cas moins conflictuel. Donc je crois que ces fiches, ça aidera à rendre les choses probablement beaucoup moins conflictuelles. Donc je voulais vraiment remercier Madame Proscoleta pour ce travail qu'elle a permis. Vous me demandez ce qui a évolué depuis un an. Ça, c'est une évolution majeure pour le monde du commerce, parce que dans ces différentes fiches, il y en a plusieurs, en tout cas 2 qui très clairement sont vraiment spécifiquement orientées là-dessus. Et donc, ce sont des avancées que nous accueillons de nos voeux, qu'on a vécu dans le détail. Tu veux que je rentre dans le détail? Parlez-nous des 1m40. C'est ça qu'on veut entendre. Alors on va y aller. Juste avant d'y aller quand même, je voudrais juste dire qu'on a eu la chance de rencontrer Madame Campion, la sénatrice, et on l'a rencontrée sa mission a commencé le 1er décembre, quelque chose comme ça, un peu avant novembre, et on l'a rencontrée en décembre. Donc ça montre aussi probablement son intérêt pour bien comprendre le monde du commerce et pour faciliter les choses. Je ne sais pas son rapport... Bientôt. On a eu beaucoup d'échanges avec elle. On lui avait d'ailleurs fait part de l'excellent travail commun qui a été fait au travers de ces fiches-là. Je dirais ensuite un des points qu'on a pu mettre nous en avant sur le besoin finalement de poursuivre ce qui a été fait par Mme Proscoleta. Sous quelle forme, je ne sais pas, on n'a pas de volonté particulière, en tout cas un besoin, je crois qu'il est ressenti, et après je viendrai sur les médicaments rassurés. Le besoin qui est exprimé, je crois vraiment par tout le monde, pas que par nous, c'est d'avoir une instance, on va dire, globale d'échange, une instance nationale, qui peut avoir des déclinaisons régionales, il faut qu'elles existent, ce sont les CSA, mais on voit bien qu'on n'avait pas cette structure que Mme Proscoleta a initiée. On l'a appelé de nos voeux auprès de Mme Campion, je ne sais pas si c'est dans son rapport final, je l'espère. En tout cas, on lui a vraiment exprimé notre souhait d'avoir cette commission nationale pour beaucoup de raisons, mais une des raisons vraiment évidentes pour nous depuis des années, c'est que beaucoup des acteurs du commerce sont des chaînes nationales et ont finalement toutes les difficultés du monde à pouvoir développer des bonnes pratiques. Parce que ce qui est vu comme une bonne pratique à Nantes peut ne pas du tout l'être vu à nous. Et donc, ça, on essaie bien sûr on appelle de nos voeux une instance qui peut aider à ça. Elle pourrait servir à d'autres choses aussi. Par exemple, on n'a aujourd'hui pas d'instance de recours. Je pense que là aussi, on a besoin, et des deux côtés, entre guillemets, de la table aussi, de besoin d'une instance de recours. Bon, je pense que là, on va déjà plus loin, ça sera probablement pas le cas, mais si déjà, sur la première demande, on pouvait avoir une instance nationale d'échange, ce serait une excellente chose. Pour diffuser les bonnes pratiques, il n'y a pas mieux. Ça, finalement, c'est la diffusion de bonnes pratiques.
ça nous aiderait beaucoup. Ça existe déjà. Hein, on a expliqué à Mme Campion que dans le domaine de l'incendie, il y avait une commission centrale qui siégeait porte d'Anières. La commission centrale, elle ne se supplante pas aux commissions départementales de sécurité, pas du tout. Elles font leur boulot sur le terrain. Mais quand il y a soit des décisions, soit des changements de réglementation à voir de niveau national, on a besoin de cette instance. Je ne sais pas, Madame Consulte, je ne veux pas vous mettre mal à l'aise, mais si vous pouvez nous répondre dans déjà cette question, ce serait intéressant. C'est ignoble hein, comme procédé. Alors, d'abord, parce qu'on n'avait pas préparé, c'était pas préparé. Ben non, on ne prépare jamais. C'est ce qui fait la force de nos interventions. Alors, Clarisse Campion, elle a été mandatée par le Premier ministre himself pour travailler sur 2015 et qu'est-ce qu'on peut faire pour que 2015 soit une réalité. Alors 2015 date ou 2015 objectif? Je ne répondrai pas à cette question, mais vous comprenez bien que vous m'entendez parler tout à l'heure, que pour moi 2015 c'est un objectif à atteindre parce que c'est un symbole de l'inclusion. Après, est-ce que 31 décembre au 1er janvier c'est la réalité? On n'est pas dans cette dynamique-là. Donc le Premier ministre a demandé à Clarisse Campion de bien vouloir dire ce qui était possible de faire. Clarisse Campion a entendu 120 délégations, certaines étaient très nombreuses, d'autres plus réduites. Elle a beaucoup réfléchi, elle s'est beaucoup investie. Ils sont en train de mettre les derniers points, les dernières virgules à leur rapport. Je n'ai pas lu leur rapport, ce n'est pas moi qui l'ai écrit, que cela se dise. Alors ça c'est le premier point. Deuxième point, le rapport il va être remis au Premier ministre. Le Premier ministre, il va convoquer un comité interministériel du handicap. Et ce comité interministériel du handicap va s'approprier vraisemblablement, donc j'enlève de vraisemblablement, je peux le dire, va s'approprier dans cette thématique, la thématique accessibilité. Et il y aura des mesures qui seront annoncées, que nous aurons à mettre en œuvre. Donc, ce que vous avez apporté comme matériaux va enrichir les éléments. Alors après, sur une commission nationale de recours dossier par dossier, ma position est toujours la même, c'est non. Ça, si quelqu'un dans la salle ne le savait pas, tout le monde le sait maintenant. C'est non. Les pouvoirs, c'est au niveau des préfets. Par contre, on a un vrai travail à faire au niveau central, entre les acteurs, c'est de dégager les consensus qui vont permettre d'avoir les lignes directrices pour être sûr qu'au niveau local, on ait bien des travaux qui soient cohérents et qu'on aille sur la qualité d'usage, la qualité de vie des personnes. C'est ça le job qu'on peut faire en centrale et c'est ce que nous avons commencé à faire. Si je me souviens bien, on a rendez-vous le 2 juillet pour continuer ensemble dans cette même dynamique. Madame Campion, elle a une lettre qui fait une page. Dans cette page, il y a 2 fois le mot consensus. Il faut bien l'avoir entendu. C'est dans le consensus que nous pourrons évoluer au niveau national. Madame Choquet nous a dit, nous on travaille sur le consensus. C'est aujourd'hui dans notre société la seule façon de travailler pour pouvoir avancer. Je peux rebondir sur les AML40. Sur la AML40 et sur le consensus justement. Parce qu'effectivement, cette question de l'argent des allées, elle nous avait occupé l'année dernière autour de cette même table. J'avais probablement le même sourire qu'aujourd'hui, parce que il y a un an, on était, je dirais, on peut le dire comme ça, complètement bloqué sur ce sujet-là. Nous avions fait des propositions depuis quelques années. On fait notre autocritique aussi, peut-être formulée pas assez clairement, peut-être sans se comprendre, peut-être et peut-être extrémiste sur certains points, on le reconnaît. Et donc, ce travail d'une année a permis aux uns et aux autres d'arriver à un point de rencontre. Les uns aux autres ont fait des efforts, des changements dans ce qu'ils pouvaient souhaiter avoir ou penser avoir. Et effectivement, je crois qu'on a abouti sur la largeur des allées à un texte que je pense, alors c'est pas parce qu'on était dans l'écriture de ce texte, mais on peut le dire, qui est un texte intelligent. Non pas que la loi soit pas intelligente, mais la loi, elle ne peut pas tout prévoir. Et la loi, je le rappelle, en 2005, et l'arrêté qui suivait en 2006, n'avait pas du tout en fait prévu ces questions-là. Patrick Boé était le premier à le dire. On avait, quand on avait écrit l'arrêté de 2006 du ministère du Logement, on avait dit que les allées... la question c'était surtout comment je rentre dans le magasin. C'est ce que vous avez
dit Madame Scaletta. Mais comment je circule ensuite dedans, bon, ça n'avait pas vraiment été imaginé en fait, ni tellement creusé. Et il avait été dit que, c'est l'article 6, que les allées doivent être un peu comme le cheminement à l'extérieur, et c'est en gros à peu près tout ce que disait l'arrêté. Sauf que, une fois qu'on essaie de mettre ça en œuvre, et nous en fait on sait ça pas parce qu'on est les meilleurs du monde, parce qu'on a eu une contrainte réglementaire qui était le diagnostic, et qui nous obligeait pour la plupart de nos sites qui étaient en première catégorie d'avoir ce diagnostic pour 2010. Et donc finalement, depuis 2010, je dirais par la force réglementaire, on a mis les mains dedans, on a travaillé la matière et on en a vu justement les facilités, les difficultés, les limites. C'est pour ça que l'année dernière, autour de cette table, la question des m²40, et nous étions probablement il y a 3-4 ans les premiers à la mettre sur la table, alors qu'elle concerne aussi les bibliothèques, d'autres établissements qui reçoivent le public. Et donc on était un petit peu esselés dans cette demande, en partie incompris, mais finalement on comprend mieux pourquoi aujourd'hui on a vécu ça. Et le groupe de travail de Regard Croisé, justement, a permis de rebattre les cartes sur cette question-là, aux uns et aux autres de progresser, et finalement ce qui a été retenu, je crois que, je voudrais sortir le mot exact, parce que c'est usage confortable, rappelez-moi, on a retenu, l'objectif à atteindre est d'allier le confort de déplacement des personnes et la pérennité de l'activité du tourisme. Et finalement, ça c'est peut-être quelque part ce qu'on aurait pu écrire dans la loi, on ne sait pas ce qui a été écrit, mais c'est pas grave, le principal c'est d'avancer. Et pour atteindre cet objectif-là, sur la question de comment je circule, finalement l'idée qui a été retenue, intelligente, ça a été de dire il me faut des allées larges, la m²40 où je circule de telle et telle façon. Il faut que cette allée-là, elle puisse nous permettre à tout le monde d'aller à tous les services que rend ce commerce. Et on a pris des exemples. Par exemple, dans un supermarché, on a dit que la balance pour peser les légumes devait être accessible par cette allée d'un m²40. Le magasin qui a des ascenseurs, l'allée d'un m²40 doit amener à l'ascenseur. Le magasin qui permet de faire des photocopies, on doit pouvoir accéder à la photocopie. J'ai oublié quelque chose. Pour les cabines, pour les sanitaires, il n'y en a pas toujours. Hein, sur les cabines d'essayage, effectivement, que l'allée puisse arriver à la cabine d'essayage. Et finalement, de dire que pour les distants, pour le reste des allées, à partir du moment où on peut avoir des aires de retournement, on a dit tous les 6 mètres, qui arrivent de toute façon sur des allées d'un m²40, on pense que ces sites-là seront d'un usage confortable avec un confort de déplacement. Ces fiches font loi, c'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, on va récupérer des fiches sur le stand et on va pouvoir dire à tous nos clients, à toutes les grandes enseignes, vous pouvez vous organiser de cette façon-là et vous n'aurez pas de difficulté le 2 janvier 2015 avec une association. Alors, je vais laisser Mme Proscoletta répondre. Je suis désolé, je m'appelle les pieds dans le plat, mais il le faut. Il n'y a pas de pied dans le plat. J'ai bien dit tout à l'heure qu'on parlait du bâti existant. Hein, on est sur l'existant. Hein, l'important, c'est de pouvoir avoir accès aux prestations. On se situe là dans le cadre de dossiers de dérogation. Aujourd'hui, c'est ça la règle. Hein. Peut-être que demain, ça peut changer. Que va proposer Mme Campion? Quel sera le plan du gouvernement? Qu'est-ce qui sera discutable, négociable pour obtenir des consensus? Je ne peux pas le dire aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ce que vient d'expliquer Franck et ce que vous trouvez dans les autres éléments de ces fiches, c'est de l'éclairage pour les dérogations dans les commerces. La seule chose qui n'est pas en dérogation par rapport à ce qui est écrit, c'est la possibilité d'installer des rampes rétractables qui, ça, relève de la seule responsabilité de la personne qui est gestionnaire de l'établissement. Ça entre dans le dossier, mais le fait de proposer ces éléments-là ne nécessite pas d'autorisation de la mairie qui, dans la question de l'accessibilité, peut compliquer. Mais je suis partie sur quelque chose d'un peu trop pointu là. Non. Donc on est dans du consensus, mais au niveau de la dérogation. Si on veut aller plus loin, il nous faut changer la réglementation. Et aujourd'hui,
Le mandat n'est pas donné pour le changement de la réglementation. Par contre, il est bien clair que si ce mandat arrivait, à partir du moment où on a trouvé du consensus au niveau de la dérogation, je pense qu'on commencerait peut-être pas une année à papoter ensemble. Même si on a bu quelques cafés, mangé et tiré quelques galettes des rois. Monsieur Chanton, vous vouliez conclure? Oui, rajouter un élément sur votre question et ce que dit Mme Prosperita. Finalement, les Anglais appellent ça la soft law, ça peut tout à fait devenir, non pas la loi, mais la règle. Et en plus, avec un double avantage, c'est qu'elle n'est pas figée. Et donc le travail qui continuera à partir du 2 juillet, je le vois aussi comme ça, c'est-à-dire que personne n'a la science infuse. Peut-être que dans la façon avec laquelle on a imaginé cette adaptation avec les années de la mètre 40 va peut-être très bien marcher et on va se dire, on pourra peut-être même faire autrement. Peut-être que ça ne va pas marcher et qu'on va se dire, finalement, ce truc-là, il va falloir qu'on voit autre chose. Et donc, ça montre bien la nécessité de ne pas avoir un texte figé et cette commission nationale pour la faire évoluer, pour qu'elle s'adapte, les points de vente, les points de vie évoluent, en disant on n'a plus du tout le même type de commerce. Et donc la règle, la loi, la règle qui peut évoluer, je trouve que c'est aussi très bon. Voilà, j'entends la loi dans le neuf et l'intelligence dans l'existant. On peut faire l'intelligence dans le neuf aussi, c'est pas... Oui, bon, la loi est intelligente. S'il vous plaît, une précision, s'il vous plaît. Est-ce que vous permettez... Une précision oui, sur ça dans le cadre bâtiment, parce que c'est moi qui avais fait une intervention. Je me rappelle très bien. Voilà. Alors moi, je voudrais comprendre, allier le confort de déplacement. Alors vous allez me dire quel est le confort de déplacement pour une personne en fauteuil roulant dans un magasin 4 bâti existant. Très bien. Je vous propose véritablement de répondre à cette question on a parlé après. de 140, j'aimerais bien savoir. On va répondre à cette question, il y a simplement un petit protocole à respecter, on reviendra vers vous ensuite. Monsieur Merville, je ne sais plus ce que je voulais dire. Je voulais simplement... Alors vous représentez l'association des paralysés de France, vous en êtes le conseiller en accessibilité, si j'ai bien retenu ma leçon. Vous avez, je crois, aussi participé à ces fiches, participé à ce consensus. Expliquez-nous un peu tout ça. Oui, il le fallait absolument que les associations puissent être partie prenante de ce groupe de travail regard croisé. Et on ne remerciera jamais assez la délégation ministérielle de l'avoir organisé et les conches professionnels d'y avoir également participé. Je pense qu'on s'est plus que, comment dirais-je, bien rapproché. Je pense qu'on a travaillé véritablement en très bonne intelligence et ça fait plaisir à voir. Parce qu'effectivement, la problématique du neuf n'est pas du tout la même que celle de l'existant. Alors autant effectivement dans le neuf, il n'y a pas de dérogation à avoir, je dirais pour simplifier, autant bien évidemment le législateur, c'est là où la loi a été bien faite, elle a prévu donc des motifs de dérogation, tels que l'a dit Mme Prosperita en introduction. Donc le tout c'était d'avoir des clés, je dirais, d'analyse qui puissent donner des lignes directrices pour appréhender avec justesse, et justice même, quelque part on pourrait dire, l'appréhension de ces motifs de dérogation. Parce que contrairement à ce qui peut être répandu ici ou là, ce qu'on trouve très frappant, c'est qu'il y a certains acteurs de terrain qui croient, de bonne ou de mauvaise foi, qu'il faut appliquer la réglementation du neuf dans le cadre bâti existant. Et du coup, ça crée des crispations, voire des velléités anti-lobbying, enfin plutôt lobbying, anti-réglementation. Or, c'est pas du tout le cas, d'où, je dirais, évidemment, l'énorme enjeu sur une politique de communication gouvernementale. Dans ce sens-là, je rejoins M. Dupont. Parce qu'en fait, la loi de 2005, on avait une fusée à plusieurs étages, quoi. Si on compare politique publique par politique publique, je veux dire, quand on a fait le Grenelle de l'environnement, aucun citoyen pouvait ignorer qu'effectivement il y avait un changement, je dirais, aussi bien dans les attentes des consommateurs que dans l'offre industrielle par rapport aux paramètres écologiques. Bon, avec diverses mesures qui ont été annoncées. Et ça, je dirais qu'il y avait une communication gouvernementale qui l'assurait, quoi. Là, on a voté une loi en 2005, avec une loi très ambitieuse, donnant un délai de 10 ans. Il n'y a eu aucun portage, je dirais, sur la première étage de la fusée. Je parle en termes de communication gouvernementale, sur le fait de considérer que cette loi avait été votée et devait être appliquée. Donc on a laissé les acteurs de terrain
au niveau gouvernemental. Parce qu'après, bien évidemment, heureusement que la DM1, heureusement que le CERCU, le CSTB ont énormément produit de guides, de dispositifs et d'explications. Donc là, après, le second étage de la fusée, et puis les branches professionnelles aussi ont fait leur travail, les associations aussi ont fait leur travail. Mais ce n'était pas suffisant en termes de portage. Ce qui fait qu'on en arrive là, effectivement, à 23 mois de l'échéance, avec évidemment d'énormes craintes quant au respect concret de l'échéance de 2015. Ça, c'est pour, je dirais, le versant, je ne vais pas dire négatif, mais plutôt très inquiétant. Voilà, une crainte, c'est quoi pour vous, pour les usagers? Comment perçoivent-ils l'enjeu, cet objectif de 2015? Finalement, si je suis le patron d'une grande enseigne et que je me pose la question de l'objectif de 2015, il y a des usagers, on m'explique qu'il peut se passer des choses à partir de 2015. Quel est l'état des troupes par rapport à ça? Est-ce que les usagers aujourd'hui sont véritablement remontés, ont l'impression de retard, ou au contraire se disent que les choses avancent dans le bon sens? Non, on sent une dynamique qui est lancée, c'est clair. Notamment pour les ERP de première catégorie, du premier groupe, pardon, des 4 premières catégories, bon, la dynamique elle est lancée. Ça c'est pas on le ressent. Mais par contre après l'inquiétude est très grande sur ceux des 5e. Ça c'est évident parce que ça touche à la quotidienneté. Tous les services de la quotidienneté, hein, le coiffeur, le boucher, le boulanger, ça c'est évident qu'il y a une énorme attente de ce côté-là. Et là par contre, on serait plutôt extrêmement inquiet. Parce qu'on attend d'ailleurs beaucoup, je dirais, non seulement du rapport Campion, mais du futur plan gouvernemental, pour qu'il y ait des mesures, je dirais, d'aide pour aider, je dirais, les ERP de proximité à se mettre en conformité avec la loi. Parce que autant pour les 4 premières catégories, on sent que la dynamique est lancée, on ne la ressent pas pour les dynamiques, pour les commerces de proximité. Hein. Donc on n'est pas tellement inquiet pour les grands groupes, je dirais, ils ont les moyens humains, je dirais, parfois financiers, je dirais que de pouvoir s'inscrire dans la démarche. Mais on peut comprendre que ce soit plus compliqué pour un boulanger de comprendre qu'en fait il faut qu'il s'inscrive dans une démarche, d'appréhender les 4 types de déficience, d'aller demander des dérogations à la CCDSA. Enfin, c'est toute une démarche qui n'est pas innocente, quoi, qui peut être quand même signifiante. C'est une réelle démarche. Donc pour ça, il a besoin de soutien. On ne remerciera jamais assez l'Assemblée française des CCI, je dirais, de donner un coup de main là aux commerçants, notamment pour les aider dans leur dossier. Donc ça c'est très important. Donc l'attente elle est forte, parce que historiquement, il faut quand même rappeler qu'on a eu une première loi le 30 juin 1975, qui, je vais faire court, n'a pas été appliquée. Donc la demande sociale elle est très très forte. Alors je dirais qu'après, il y a différentes manières de raisonner. Quand on regarde le temps long, il est évident que ce qui est très... la loi a fait faire un chemin, un pas de géant à la société française en termes de prise de conscience de la demande sociale d'accéder à des prestations, aux services et aux activités. Donc ça, ça on le ressent, c'est très prégnant depuis 2-3 ans. C'est pas, mais on ressent ce pas de géant. Après, effectivement, il y a d'énormes craintes, mais qui sont liées, encore une fois, par rapport à l'enjeu de la communication, je dirais. On ressent beaucoup de crispation vis-à-vis de la réglementation. Mais dans l'existant, en fait, l'objectif, au-delà des histoires de porte à 90, etc., il faut raisonner, je dirais, tout simplement par bon sens. On n'est pas là pour faire mettre des ascenseurs partout. Nous, ce qu'on veut, c'est j'ai envie d'aller m'acheter un pull, je vais aller m'acheter un pull, je vais aller m'acheter un livre, je vais m'acheter un livre, etc., etc. Donc je veux dire, c'est pas après on passe par un ascenseur, un plan incliné, tout ça c'est des modalités, je dirais, techniques. Donc, et certaines fois, quand on ne perd pas de vue l'objectif que l'on fait, c'est l'accès aux biens, aux services ou à l'activité qui est désirée dans les bâtiments existants, quelquefois se trouvent des solutions techniques de bon sens qui ne sont pas forcément onéreuses. Voilà. Et il est évident qu'après, quand on ne pourra pas sur les allées d'un m40, effectivement, je trouve qu'on a trouvé un consensus qui est fédérateur, qui est assez fort là. Et évidemment, on n'aurait pas eu le même positionnement si il s'était agi d'appréhender le neuf. Là, on a bien conscience qu'il faut que chacun fasse une part du chemin. Et que non seulement ça, mais alors pour assurer, parce qu'on sent beaucoup de crainte ici et là,
par rapport à la question des sanctions. Nous, notre point de vue, il est le suivant. C'est que, l'association, je parle pour la PF, elle n'est pas là pour faire fermer le petit commerce. C'est hors de question. De toute façon, réglementairement, c'est pas possible. Quand il y a disproportion manifeste et que c'est justifié, c'est justifié. Donc il est évident qu'il y aura des demandes de dérogation. Il est évident qu'il faudra les accepter si et seulement si il y a des éléments justificatifs. Donc tout est une question de bonne foi. Je vais enfin laisser la parole à la salle, vous l'avez bien mérité, et à ce monsieur en particulier, merci pour votre patience. Oui, donc, moi juste, par rapport à ce qu'on disait l'année dernière, puisque c'est moi qui ai fait une intervention quand on parlait du cadre bâti, et où je précisais qu'effectivement les 1,40 m, ça ne serait pas possible. Je ne suis pas du tout commerçant, moi je suis un usager, je suis un utilisateur, je suis handicapé depuis plus de 63 ans, donc je connais parfaitement les problèmes d'inaccessibilité. Ce que je faisais remarquer, c'est qu'il était complètement aberrant d'imposer 1,40 m dans le cadre bâti, dans les magasins existants, sinon on les fermait tous et on augmentait le chômage. Par contre, tout à l'heure, je vous ai interpellé parce que quand on me dit allier le confort de l'usager, mais quel est le minimum pour quelqu'un qui est en fauteuil ? À partir du moment où on définit que pour entrer dans un magasin, il faut que la porte elle fasse 90, pourquoi ne pas dire les allées, c'est minimum 90 ? C'est quelque chose de juste. Non ? Ça tombe bien. Ça tombe bien, vous êtes dans le consensus. Ben oui, mais le consensus, il doit être là. C'est-à-dire, il faut le préciser. Vous ne le précisez pas parce que... Attendez, non. Parce que tel que je le lis là, dans un magasin n'importe où, ils vont dire, pour moi, comment dirais-je, le confort de déplacement, c'est 70 cm. Bah oui. Alors pourquoi pas dire 90 minimum. Monsieur Roueche. Laissez le dire à Jean-Marie. Donne-moi la fiche 3. Alors il n'a pas donné. Ou alors Oui. il n'a pas donné. Bonjour, Jean-Marie Roueche, je suis le directeur technique sécurité et sûreté du groupe Monoprix et j'ai participé à la rédaction de toutes les fiches et en particulier la fiche numéro 3 que je vais vous expliquer. Le consensus, effectivement, on l'a trouvé tous ensemble sur l'application des 1,40 m qui était une mission impossible. Donc, rappelez-vous, dans la réglementation de sécurité incendie, on a des allées principales et des allées secondaires. Dans la réglementation sur l'accessibilité, on a défini des allées structurantes qui sont au moins d'1,40 m et des autres allées qui peuvent descendre jusqu'à 90 cm. Avec une petite particularité, on demande 1,05 m au niveau du sol sur 20 cm de haut pour la circulation des chariots et qu'ils puissent légèrement manœuvrer pour se remettre droit dans les allées. Donc pour les bâtiments existants, pour les commerces existants, on oblige depuis le trottoir de pouvoir accéder au magasin, de pouvoir accéder par une allée d'1,40 m jusqu'à tous les services, la caisse, la balance, on les a cités tout à l'heure, les cabines d'essayage, les escaliers, les ascenseurs. Toutes les autres allées peuvent rester dans les dimensions existantes aujourd'hui, sous réserve qu'elles fassent au moins 90 cm au niveau des épaules et au niveau du sol 1,05 m. Je prends un exemple. Les magasins d'habillement, par exemple, qui ont souvent des vêtements qui sont pendus sur des portants, l'allée peut faire 90, on n'a pas forcément de plainte au niveau du sol, on trouve facilement les 1,05 m. Dans des rayons comme la parfumerie, par exemple, où on a des gondoles en dur, il faudra que l'allée fasse 1,05 m, on ne pourra pas faire autrement. En contrepartie, 2 engagements. Premier engagement, trouver une aire de retournement tous les 6 mètres, une aire de retournement, donc un cercle d'1,50 m, au moins tous les 6 mètres. Quand on croise une allée principale d'1,40 m, il n'y a aucun problème pour trouver cette aire de retournement. Deuxième engagement, c'est l'assistance humaine que doit apporter le commerçant à la personne qui est en difficulté pour prendre un produit, se servir. Donc c'est la contrepartie et c'est l'engagement des commerçants. Donc vous voyez que, de par ce consensus qui était trouvé, on a réglé le problème des commerces. On était prêts, nous, à fermer des milliers de commerces, et rien que le fait de trouver ce consensus aplanit toutes les difficultés. Donc vous avez dans la fiche numéro 3 sur les largeurs d'allées des schémas. Il y a un plan d'un magasin qui montre bien les largeurs d'allées avec les aires de retournement, et vous avez le gabarit d'une allée avec le 1,05 m sur 20 cm de hauteur au ras du sol et 90 au-dessus. Donc tous les magasins qui ont des commerces qui ont des allées d'1,20 m, par exemple, ou de 90 cm, sont d'une manière générale très facilement accessibles. Attention, ce n'est pas la loi.
C'est une recommandation. Ce qui veut dire que pour tous les commerces, ils doivent déposer un dossier d'aménagement de l'ERP, avec en particulier une notice d'accessibilité qui explique ce qu'ils font et ce qu'ils demandent, les choses pour lesquelles ils demandent des dérogations. Moi, je dépose des centaines de notices actuellement. Il y a souvent un modèle type avec des cases à cocher. Et finalement, ce questionnaire, il est assez négatif parce qu'on finit toujours par demander une dérogation de quelque chose qu'on ne peut pas faire. Mon expérience dit, commencez par présenter ce que vous faites, en décrivant bien pour chaque type de handicap, et puis seulement après, pour une entrée, par exemple, une largeur, pour un type de handicap, vous demandez une dérogation qui est très réduite. Il n'y aura jamais de dérogation pour l'ensemble des handicaps et l'ensemble de l'ERP. Ça, c'est pas vrai, ça n'existe pas, et ça serait faire preuve de mauvaise volonté du commerçant. Donc faites des dossiers, il faut faire des dossiers. On est dans le domaine de la dérogation, donc il faut faire ces notices d'accessibilité. C'est très lourd et c'est tout l'enjeu qui nous reste à faire avec les petits commerçants, les petits indépendants, pour essayer d'alléger ces dossiers et puis de leur faciliter la chose. Donc on est dans le domaine de la dérogation, il faut monter les dossiers, mais vous voyez que pour les commerçants, ce qui paraissait être du domaine de la disproportion manifeste entre l'investissement et l'amélioration apportée, donc très difficile à prouver, se trouve réglé de facto par la fiche numéro 3, où la disproportion manifeste est déjà actée, et on n'a plus qu'à démontrer qu'on a au moins une allée d'1,40 m pour desservir les services. Pour un magasin de catégorie 5, c'est-à-dire moins de 300 m², cette allée structurante d'1,40 m, elle peut faire peut-être quelques mètres, c'est-à-dire depuis l'entrée du magasin jusqu'à la caisse unique, et le reste étant des autres allées, et pas des allées structurantes. Donc vous voyez que ça simplifie quand même beaucoup la réglementation. Bon, ben bravo, je vois que depuis un an, on a bien progressé sur le sujet, alors qu'on avait eu un super débat l'année dernière. Je voudrais juste garder encore le micro, je voudrais féliciter Madame Choquet. Et je dois avouer qu'effectivement, Nantes est une ville super accessible, c'est vrai. Bon, elle a perdu une toute petite place cette année, et c'est Grenoble qui est passé devant, d'après nos collègues de l'APF. Ceci dit, c'est merveilleux, mais on s'aperçoit que là, c'est une politique qui a été engagée depuis très longtemps. J'ai noté 20 ans, mais en tout cas, donc bien avant la loi de 2005. Et il aurait été souhaitable que dans beaucoup d'endroits, même si ce n'était pas une politique engagée depuis 20 ans, elle eût été au moins engagée dès 2005 ou dès 2006. Quand on voit le nombre de communes qui n'ont toujours pas ou qui viennent de créer leur commission d'accessibilité, il y a de quoi tomber par terre. Moi, je connais plein de communes où ça vient d'être créé depuis à peine 1 ou 2 ans. Je connais aussi beaucoup de communes où, malheureusement, et je vais en terminer là, on ne s'est pas préoccupé de l'accessibilité des commerces au niveau communal comme le fait la ville de Nantes. Et c'est bien dommage, parce que nous sommes à 22 mois de la mise en accessibilité, entre guillemets, obligatoire. OK ? Et il va y avoir des engorgements au niveau des services de l'urbanisme, de ceci et de cela, pour les demandes de travaux, pour les permis de construire, pour les permis d'aménager, pour les dérogations, et ça va décaler d'autant l'accessibilité. Voilà ce que je voulais dire. Monsieur Méril, vous vouliez commenter ou, moi, je voulais dire aussi... vous avez une main levée là-bas. Oui, je voulais dire qu'en plus de ce qu'a dit Jean-Marie, c'est qu'on est allé plus loin lorsqu'on a travaillé sur le fond, et on a dit que pour les petits commerces, ceux qui faisaient moins de 100 m², l'important, c'était l'entrée et pouvoir aller de l'entrée à la caisse. Et c'est tout. Hein. Donc, on a vraiment creusé la question. Et si jamais on a d'autres choses à creuser, on continuera. On s'est donné déjà un premier rendez-vous. Alors, sur les villes, toutes les grandes villes de France ont mis en place des élus. Toutes les grandes villes de France font de la concertation entre élus, sous la houlette, généralement, d'un élu directement nommé par le maire. Ensuite, derrière, les CAPH dans les grandes villes, elles sont toutes installées. Allez, sauf une, je ne la citerai pas. On est là sur un vrai travail de fond qui a été fait, mais on ne peut pas tout faire. 10 ans, c'est trop court. Je suis désolée de le dire aussi crûment. Je crois que le rapport des 3 inspections générales, qui a fait tant de bruit quand il est sorti, a au moins permis de libérer la parole. Et maintenant, on se parle vrai quand on se parle. Oui.
Je suis architecte et je suis élu au conseil départemental de l'APF à Paris. À ce titre, je participe à la réunion à la préfecture et on m'a aussi appelé deux fois à participer à des réunions avec les commerçants. C'est le CCI qui organisait ça. La première chose, la personne qui organisait ça, la personne du CCI, avait fait un travail intéressant, c'était de faire une partie de la réglementation, de faire des photocopies de la réglementation. Mais malheureusement, ce qu'elle avait fait, mais elle était vraiment pour rien, cette dame-là, c'est qu'elle avait mis aussi les croquis qui sont dans la circulaire, et des croquis qui sont faux. Et ça, je vais vous dire, j'en ai assez de parler avec des architectes à des réunions à la préfecture d'explication pour leur dire que non, c'est marqué comme ça, il y a le dessin qui est là, mais si tu regardes le texte, tu verras que tu ne peux pas rentrer là-dedans. Le dessin est faux, le dessin n'est pas contractuel, mais il est là pour induire en erreur les gens. S'il vous plaît, il y a quelques erreurs, quelques croquis qui sont faux, il faut essayer de les enlever et de les changer pour mettre des croquis exacts. Ça, en premier. Deuxièmement, lors de la réunion avec le CCI, il y avait des commerçants qui étaient venus là. C'était pour nous dire, ce qu'ils cherchaient au départ, c'était de dire comment je peux trouver la dérogation pour ne pas faire les choses. Ça, c'était au départ. Il a fallu expliquer. Bon, pour certains, c'était compréhensible qu'ils ne pouvaient pas le faire là-dessus. En parlant après avec d'autres, en tête-à-tête, j'ai compris qu'il y avait d'autres problèmes que la loi ne prévoit pas. Ça veut dire d'abord, il y a le commerçant qui n'est pas propriétaire des murs. Et donc, il doit passer par son propriétaire. Et le propriétaire veut plus ou moins trouver la solution ou pour augmenter le loyer ou pour changer de locataire. Parfois, il faut casser le plancher. Et quand il faut casser le plancher, là, il faut l'autorisation de la copropriété. Alors, autorisation de la copropriété, pour vous dire, un restaurateur, quand il doit demander l'autorisation de la copropriété, il n'est vraiment pas partant dans la mesure où il dit tout le monde est en train de crier en disant que ce que je fais, ça pue. Il y a des commerces, ça reste ouvert jusqu'à 11h du soir, ça fait du bruit là-dessus. Comment je vais faire? Et c'est quelque chose qui coince. Alors le fait est que ces deux cas de figure que je vous dis, ce n'est pas prévu dans la loi, mais c'est quelque chose que, sur Paris du moins, on le voit assez souvent. Autre question aussi pour la personne qui parlait de Monoprix, etc. Je voulais savoir si ça c'était valable toujours pour les tout petits monopes qui sont en train de faire maintenant en centre-ville, c'est-à-dire les toutes petites là-dessus, et quid du fait que quand on est dans un 90, est-ce qu'on tourne aussi dans un 90? Parce que la loi, c'est 2 mètres minimum pour tourner avec un fauteuil roulant. Non, 1,50 m, c'est pour tourner sur soi-même. Mais comme on est dans un couloir, 2 couloirs qui se donnent l'un dans l'autre, dans ce cas de figure, c'est 90 plus 1,10 m sur l'autre. Ou 1 mètre. Merci beaucoup. Monsieur Roueche, vous voulez répondre? Oui, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je suis monsieur Bénézet, Chambre de commerce de Paris, maintenant Chambre de commerce régionale et départementale. Nous avons un petit peu changé de statut depuis le 1er janvier. Nous avons déjà depuis 2010, on s'est intéressé au sujet, nous avons fait un rapport qui se trouve ici et que vous pouvez trouver d'ailleurs sur l'espace réservé aux chambres de commerce de France, donc vous pouvez le récupérer, où tous ces sujets ont été abordés avec les commerçants depuis bien longtemps. Et je voudrais vous rassurer, monsieur, les chambres de commerce ne font pas de faux papiers, ni ne font pas de faux documents. Il y a eu peut-être une erreur qui s'est glissée que je n'ai même pas remarquée d'ailleurs, mais je pense que vous étiez à la Chambre de commerce de Paris. C'était pas là, monsieur, hein, c'était la DGUHC. Oui. Non, mais parce qu'il y a pas, parce qu'on fait pas, les chambres de commerce ne font pas de faux. Hein, parce que voilà. Ou alors on le sait pas, voilà. Juste un chiffre ou 2 chiffres pour Monoprix. Pour un parc de 450 magasins, la mise aux normes du parc coûte 15 millions d'euros. 15 millions d'euros, dont 50 ascenseurs neufs, ascenseurs ou plateformes élévatrices à poser. Vous voyez que c'est un effort considérable que les commerçants doivent faire pour se mettre aux normes. Et je peux vous dire qu'au niveau des grandes enseignes, tout le monde est parti pour le faire.
Philippe Montagne, coordinateur technique national des enseignes de Carrefour Proximité France. Donc je faisais partie également, pour représenter donc la FCD, de la commission Regard Croisé. Ce que je voudrais dire, c'est que cette loi est une bonne loi. C'est quelque chose qui nous, pour nous, qui nous apporte des contraintes, mais c'est une réelle opportunité économique. Ça nous permet de mettre à jour nos magasins et de favoriser l'accès non seulement aux personnes handicapées, mais à tous nos clients. Pardon, excusez-moi. Depuis longtemps, nous avons fait des efforts pour permettre l'accession à nos magasins. On a changé les portes, on a mis des portes automatiques, on supprime les tourniquets à l'entrée, on change les lignes de caisse, on adapte le mobilier. Donc aujourd'hui, la loi accessibilité, c'est une continuité des actions que nous avons déjà mises en place. Voilà, je tenais à le dire parce que nous sommes dans le vrai. Merci. Bonjour, Jean-Philippe Chouika, je suis gérant de la société Cap Access. J'accompagne dans des diagnostics d'accessibilité essentiellement des ERP de 5e catégorie, des commerces. Et je rédige aussi les notices d'accessibilité dans les demandes d'autorisation de travaux qu'on remet en mairie ou en préfecture quand c'est des ERP réglementés comme les auto-écoles par exemple. Et juste une petite question par rapport à, je dirais, l'avance de phase ou la prise de conscience des ERP de 1e à 4e catégorie, la dynamique. Est-ce qu'elle n'a pas simplement été rendue possible par l'obligation de diagnostic? Et est-ce que ça n'aurait pas été plus simple d'imposer un diagnostic et de communiquer là-dessus aux ERP de 5e catégorie à 200-250 € le diagnostic, et ça aurait lancé la dynamique, et au moins les gens savent ce qu'ils ont à faire, et c'est tout simple en fait. Effectivement, il fallait qu'il y ait une prise de conscience. Et la prise de conscience, elle a été gagnée avec les diagnostics. On l'a bien vu dans les collectivités qui les ont fait, les avancées. On l'a vu sur les grands groupes. Après, il faut raison garder. Mettre beaucoup d'intelligence dans le dispositif et ne pas assassiner le petit commerçant. Enfin, je suis désolée de parler cru, mais là, on a des petits commerçants qui sont sous une surréglementation. C'est leur ressenti français, c'est peut-être pas loin d'être vrai. Donc, à partir de là, il vaut mieux leur donner de l'appétence et de l'envie. Il est clair que les grands groupes ont vite compris que l'accessibilité pour eux, c'était du chiffre d'affaires. Voyant ce qui se passe et voyant l'invasion de mes chers Jean-Marie et Philippe dans les centres-villes, il est clair que les petits commerçants vont venir aussi sur ce secteur-là. Et ils vont y venir. Tout à l'heure, je vous ai parlé de ce document. Catherine Choquet vous a dit, elle, ce qu'elle fait à Nantes. Mais j'en ai une dizaine d'autres communes qui font la même chose en France. Les CCI, vous avez là une des meilleures CCI de France avec Jean-Paul Pipon. Mais toutes les CCI de France montent. On a une vingtaine de guides qui ont été faits par les CCI sur la question. Donc, il faut donner envie aux petits en tapant sur les gros. Voilà, comme ça, moi, je suis claire. Non, parce que simplement, juste pour compléter. Merci, c'est un témoignage éloquent. Juste pour compléter en fait ce qui a été dit. Là, vous avez raison. Alors l'idée, c'est pas de faire du lobby pour placer des diagnostics, parce que en fait, on s'aperçoit par rapport au CCI, parce que je réponds à des appels d'offres, et en fait, on s'aperçoit que la CCI fait après lecture du rapport, bien sûr, fait un énorme travail de sensibilisation, et son travail s'arrête après cette sensibilisation. Et là, on voit des dossiers qui sortent où les CCI vont subventionner des diagnostics et la rédaction de dossiers. Mais quand on répond à ces appels d'offres, il y a aussi la demande de sensibiliser. Donc nous, en tant que société privée, on a aussi cette démarche de sensibilisation. C'est-à-dire qu'on va entraîner les commerçants dans la démarche, parce que quand on est sur 1000 commerces dans l'appel d'offres, c'est un marché à bon de commande, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas obligés d'avoir ce diagnostic. Et donc, il faut qu'on les mobilise aussi, les commerçants. Donc, en fait, on s'aperçoit que c'est aussi grâce à ce diagnostic et à ces dossiers qu'on va les mobiliser. Donc, c'était peut-être sur un diagnostic, ça peut amener les gens à être sensibilisés aussi. Merci beaucoup. Bonjour. Voilà, je suis Frédéric Fossier, je suis consultante en tourisme, accessibilité, handicap. C'était pour rebondir sur l'intervention qui venait d'être faite sur le diagnostic. Effectivement, pour les ERP de 5e catégorie, ce n'est pas obligatoire, mais comment on peut dire après, en 2015, qu'il faut être adapté, si après les commerçants n'ont pas une feuille de route? Ça sert à ça, surtout le diagnostic, c'est pas uniquement pour qu'ils aient un papier, et c'est vraiment pour qu'ils sachent où aller. Et je suis d'accord dans le fait que, effectivement, il aurait fallu que
le diagnostic soit ordonné à tous, parce que ensuite comment continuer sur une voie, et on parle de conception universelle et de confort d'usage pour tous, mais il faut être dans une démarche de progrès, et je pense que le diagnostic en fait partie. Merci beaucoup. Il n'y avait donc pas de questions, mais un constat. C'était ça. Bonjour, Maria Valéra Ulrich de la Chambre de commerce de Strasbourg et du Bas-Rhin. Donc, à titre personnel, je suis également concernée par le handicap, et c'est tout naturellement, effectivement, qu'on m'a confié cette mission. Alors, c'est vrai que nous sensibilisons les établissements recevant du public, et notamment les commerçants. Je suis en charge notamment des commerçants de type 5, de catégorie 5, depuis plus de 3 ans, effectivement, à cette loi, effectivement, pour qu'ils se mettent aux normes. Et moi, j'aurais 2 questions donc, au service de l'État. Une, c'est quand est-ce qu'on aura une uniformisation au niveau des sous-commissions accessibilité, puisque les dérogations ne sont pas accordées de la même façon dans un département ou un autre. Il y a des énormes différences. Alors, il est vrai que dans le Bas-Rhin, nous avons la chance d'arriver à un consensus, mais voilà. Et deuxième question, nos commerçants, une des premières questions qu'ils nous posent, quelles sont les aides que nous pouvons avoir? Nous voulons bien nous mettre en accessibilité, mais quelles sont les aides? Alors aujourd'hui, la seule aide connue est le FISAC. Or, on sait où ça en est. Moi, j'ai des dossiers déposés fin 2011 qui n'ont toujours pas eu de financement. Merci. Merci beaucoup. C'est à vous. Oui, mais écoutez, concernant les aides FISAC, d'abord, la CCI France, que je représentais lors du travail que nous avons fait avec Regard Croisé, nous avons été également auditionnés par par Claire-Lise Campion, j'allais dire Marie-Lise, Claire-Lise Campion, et nous avons fait effectivement proposer d'aménager le FISAC, d'aménager également OSEO dans les demandes et dans les réglementations. Le FISAC, on sait très bien qu'il y a des longueurs, on est aujourd'hui à 23 mois de l'échéance, on présente un dossier, ça ne pourra pas se faire. On a insisté très lourdement pour que les gens puissent bénéficier d'un FISAC amélioré, ou non pas allégé, mais un FISAC efficace. Mais maintenant, le sujet doit être ailleurs, je crois, mais ça fait partie des recommandations que la Chambre de commerce, effectivement, au niveau de CCI France, a proposé à Mme Campion. Madame Campion a bien entendu, puisqu'elle m'a réinterrogée sur la question. Lorsque le président était candidat, il a dit qu'il s'intéresserait très fort à l'accessibilité, comme tous les candidats, je vous rassure. Mais Marisol Touraine, sa ministre, a dit « l'État n'a pas d'argent ». Voilà, c'est clair. Donc l'objectif, c'est de faire chacun tout ce que l'on peut pour aller vers de l'accessibilité intelligente. 4 ministres ont demandé que ces lignes directrices soient mises en place. Des ministres totalement inconnus. Une nana qui se balade en robe et en jean, Cécile Duflot. Un type qui se balade en costume blanc dans les ghettos, Emmanuel Valls. Donc je veux dire qu'on a là une volonté politique claire de travailler sur ces questions. Nous allons, en ce qui me concerne, moi, rencontrer tous les secrétariats des CCDSA pour expliquer qu'il fallait veiller à mettre en œuvre ces éléments et ces orientations. Et sur les sujets qui seront difficiles, nous ferons le même travail que Regard Croisé. Nous essayerons de les débroussailler et de comprendre pourquoi on a des difficultés. Moi, je fais ce boulot, mais Nicolas, vous faites quoi, vous ? Le même, mais de mon côté, côté associatif. C'est-à-dire qu'effectivement, on a bien entendu qu'il y avait il pouvait y avoir ici ou là des problèmes d'homogénéité dans l'appréciation des motifs. Nous, côté représentant associatif, moi je vais faire le tour des 22 régions, enfin je l'ai déjà commencé, auprès des représentants CCDSA, justement pour présenter tout le travail qui a été fait auprès de Regard Croisé. Parce qu'il faut effectivement, on a la chance, l'APF a la chance d'être présente en 93 CCDSA sur 100, donc on a aussi un devoir, je dirais, d'avoir une approche commune au niveau de notre association au moment où on planche sur les demandes de dérogation. Je voulais revenir sur
ce qu'on a défendu, entre autres, auprès de Madame Campion. Il n'y a pas qu'auprès d'elle, il y a des choses qu'on rappelle depuis 6-7 ans, facilement. Il y a des choses véritablement, quand on reprend point par point, on dit exactement la même chose. Bon. Parce qu'on a bien conscience que certains acteurs de terrain n'ont pas les moyens, n'ont pas les moyens. Il faudrait qu'ils soient aidés, je dirais, en termes budgétaires ou logistiques, je dirais, sur l'appréciation de ce dossier-là. Donc nous, on pousse en disant... il faudrait une véritable politique publique qui soit vraiment lisible. Parce que là, les dispositifs, ils sont beaucoup trop épars, beaucoup trop diffus. Bon, mais peu à peu, on réduit les écarts. On a eu la chance d'avoir un accessibilité.gouv.fr, donc le site internet officiel du gouvernement où on peut retrouver tous les guides existants. Il y en a plus de 150. Au bas mot, il y en a au moins 150, divers et variés. Donc, je veux dire, là, on ne manque pas d'informations au niveau méthodologique. Après, ce qu'il faut, c'est un portage politique au niveau ministériel très fort, au niveau de la communication, et une réalité de l'objectif, avec des mesures qui soient précises. Donc ça, encore une fois, on l'a redit à Mme Campion, on l'avait déjà dit à Mme Carlotti, et je ne refais pas tout l'historique. Mais nous, associations, on a bien aussi conscience des problématiques spécifiques à chaque type de branche professionnelle. Donc, on essaye aussi de développer des choses dans ce sens-là. C'est pour répondre à votre question. Madame. Et tout à l'heure, je vous ai dit, les CCI, je les attends dans toutes les CCDSA. Il est clair, il n'y en a que dans 63 départements, vous avez 37 départements à conquérir. Parce qu'il est important que la voix du commerce soit représentée, comme il est important que les ERP publics soient aussi là. C'est dans ces collèges-là que nous avons à former les décisions au niveau local, parce que Paris ne prend plus de décisions hors des orientations de principe et l'application de la loi. Oui, moi je voulais dire quelques mots sur le FISAC, chez la Chambre de commerce de Paris, Île-de-France. Et c'est vrai que je pense que pour l'instant, il ne faut plus trop compter sur le FISAC. Le FISAC est pour l'instant complètement bloqué dans l'attente d'une réforme. Donc je crois qu'il ne faut pas avoir trop d'espoir sur le FISAC. En revanche, si jamais le FISAC était relancé par une réforme et que ces crédits étaient... Il y avait une part vraiment affectée pour l'accessibilité commerce. Dans ces cas-là, nous, on avait fait dans notre rapport la proposition notamment qu'on supprime le délai de carence. Parce que quand vous avez fait une demande de FISAC, vous ne pouvez plus pendant 2 ans en refaire une autre. Et c'est vrai que c'est très gênant pour l'accessibilité handicapée. Mais je crois que pour l'instant, il ne faut pas fonder trop d'espoir sur le FISAC, dans l'attente de voir comment il évolue. Très bien. Monsieur Charton, un petit plaisir personnel. Les espaces d'attente sécurisés. Dans les fiches regard croisé, on le trouve où ? Alors là, je vais me lever. Je veux vraiment pas finir sur ça. Il faudra une autre question. Mais par contre, merci de me donner l'occasion de dire 2 mots là-dessus et de solliciter l'aide de Madame Proscoletta. Elle nous a déjà beaucoup aidé cette année, mais je crois qu'elle va pouvoir continuer. Parfois, le diable se niche dans les détails et une trop grande réglementation à un endroit ou à un autre peut finalement mettre à mal tout l'édifice. Il y a là aujourd'hui à Bruxelles un projet d'arrêté du ministère du Travail sur les espaces d'attente sécurisés. Ce projet d'arrêté est inapplicable, pour moi non conforme. Bon, je pense que je ne peux pas expliquer au ministère du Travail qui s'est trompé, mais je crois que c'est vraiment le cas. Je crois que le ministère du Logement en est conscient, le sait. Malgré tout, l'arrêté est à Bruxelles. Donc, le temps qu'il revienne dans 4 mois, il sera signé. Et là, on ne saura pas, dans tous les ERP, je crois qu'il y a des travailleurs, il y a, je crois à ma connaissance, pas un ERP sans un travailleur. Donc le Code du travail s'applique dans tous nos ERP. Et aujourd'hui, ces textes-là seront en totale contradiction avec le travail qu'on a fait, et notamment dans celui de regard croisé. Et donc, on fera peut-être un regard croisé bis, Mme Proscoletta, je ne sais pas. Discuter avec mon voisin pour éviter de vous répondre. D'accord. Mais je ne souhaite vraiment pas qu'on finisse sur ça. En tout cas, il y a un gros travail à faire au ministère du Travail là-dessus. Il n'est probablement pas trop tard, mais on est pour l'instant mal parti. Monsieur Monset.
Oui, voilà, je voudrais vous parler d'une suggestion qu'on pourrait avoir pour aider à trouver des financements pour mettre à niveau donc, ces magasins. C'est tout simplement demander au pouvoir public de pouvoir nous permettre d'agrandir nos amplitudes horaires. Et là, je parle au nom des magasins de proximité et non pas forcément au nom des hypermarchés Carrefour, bien évidemment. Le fait de pouvoir agrandir les amplitudes horaires et d'assouplir la législation nous permettrait de développer d'abord du chiffre d'affaires, de pouvoir mieux accueillir les clients, y compris les PMR qui sont aussi, sachez-le, demandeurs d'accessibilité en termes d'horaire. Et qui dit chiffre d'affaires supplémentaire dit moyens supplémentaires pour pouvoir mettre en avant la conformité de nos magasins. Voilà. Je n'ai pas invité le ministre du redressement productif, c'est dommage. D'autres questions? Bonjour, Patrick Menou de Direction départementale des territoires de Meurthe-et-Moselle. Je préside par délégation une sous-commission départementale. J'ai entendu, comme Marie Proscoletta, des rires tout à l'heure et des applaudissements quant à la disproportion de traitement, cette fois-ci de dossier. Je voudrais faire une petite remarque là-dessus. Souvent, on me l'envoie comme argument en me disant dans tel département, ils n'ont pas accepté. Ben, je dis oui, dans tel département, ils n'ont pas appliqué la loi correctement. Donc, je leur demande de me citer les dossiers éventuellement. Et là, ils sont moins pertinents. Et quand je vois mes collègues, il se trouve que ces gens-là ne sont pas forcément les meilleurs en accessibilité. C'était pour le... Je pourrais répondre à d'autres questions sur la problématique. Je voudrais surtout intervenir concernant la fiche numéro 3. Concernant les circulations qui pourraient être amenées à 90. Effectivement, je pense que c'est une bonne réflexion, mais il ne faut pas que ça conduise à réduire dans les établissements existants des circulations qui pouvaient être à 110, 120, de les réduire à 90. Alors là, je vais vous rassurer, Nicolas a veillé. Vous prendrez la fiche numéro 3 et il est dit on ne diminue pas les circulations qui existent. Hein. Si nécessaire, on peut, s'il y a besoin pour faire une allée structurante à 140, à réduire un petit chouïa, mais l'objectif, c'est surtout pas de créer du linéaire supplémentaire en diminuant les allées pour aller à 90. Non, non, non. Puis alors là, je vous rassure, la vigilance au niveau des commissions, elle sera bien là entre le collège des représentants de l'État et le collège des associations. Alors, c'est facilement vérifiable pour un dossier conforme, puisque un dossier conforme doit comporter l'état existant. Malheureusement, dans nombre de dossiers, on n'est pas forcément en présence de l'état existant. Et quand ça arrange l'aménagement futur, on s'abstient bien de le mettre. Bonjour, Bernadette Pilois, j'appartiens à une sous-commission départementale d'accessibilité. Depuis quelques mois, un membre de la Chambre de commerce et d'industrie nous a rejoints. Nous sommes extrêmement contents de cette participation. Nous avons fait beaucoup de progrès dans l'examen des dossiers, en particulier des dérogations pour cause financière. Mais quelque chose m'étonne, c'est que cette personne n'a qu'une voix consultative et pas délibérative. Je voudrais que vous m'expliquiez pourquoi les membres des CCI n'ont pas de droit de vote. Bernadette, tout dépend de la composition et de la façon dont a été fait l'arrêté du préfet, mais logiquement, la CCI a une voix délibérative. Mais il faut, comme l'a dit le collègue, regarder très exactement l'arrêté, comment il a été pris, et est-ce que la personne est là en tant que remplaçant, suppléant. Mais l'important, c'est que la CCI soit là et que la CCI éclaire correctement les dossiers. Eh bien voilà, je crois qu'on est arrivé au terme de la conférence. Il est 15h04, on a fait un peu de rab.